Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée aux éparges. Les éparges ont un nom associé au combat de la crête qui se trouve derrière lui et également la crête de Combre qui se trouve un peu à côté. Pour les Allemands, ce sera le combat de la Die Combreuse, car les Allemands étaient plus du côté de Combre que du côté des éparges. Mais pour les Français, ce sera le combat des éparges. Ces éparges, on en entendra parler longtemps. Les éparges, ce nom sera immortalisé par Maurice Genevoix qui deviendra un grand écrivain. Alors pour vous présenter la crête des éparges, qui est un mouvement de terrain assez particulier car il domine à son point est la plaine de la Wavre et sur son point est donc il a des vues sur les bois hauts, sur la tranchée de Calonne que vous avez derrière moi. Ce mouvement de terrain est long en gros de 1200 à 1400 mètres sur une largeur au plus large de 700 mètres sur une hauteur de 345 mètres d'altitude. La crête des éparges, derrière elle, a, disons, sa sœur, la crête de Combre, qui a pratiquement les mêmes mensurations, voilà, mais qui, elle, ne sera pas le théâtre vraiment des combats, car elle sera toujours occupée par les Allemands, ce qui ne sera pas le cas ici. Alors, qu'avons-nous aussi comme terrain bordant cette fameuse crête des éparges? Devant nous, ici, nous avons le ravin d'Ardimel. Alors, ce ravin d'Ardimel avait aussi comme surnom le ravin de la mort. Sur une ferme qui n'existe plus au-delà de cette zone boisée, la ferme de Montville. En face, vous avez la fameuse côte de Montgirmont qui sera occupée par l'artillerie française. Un peu plus loin, sur la gauche donc, du mouvement de terrain de la crête des éparges, nous avons le bois dit de la crête des éparges avec son fameux ravin de Fragaoul, d'où partiront les assauts, notamment les assauts du 67e Héry et du 132e Héry que nous verrons un peu plus tard. Alors pourquoi les éparges? Nous sommes à la mi-septembre 1914. Le 14 septembre 1914, Erich von Falkenhayn, un grand généralissime allemand, remplace von Moltke, qui vient d'échouer à la bataille de la Marne. Erich von Falkenhayn, que veut-il? Eh bien, il veut, lui, encercler Verdun. Pour encercler Verdun, il y a la 5e armée du Kronprinz, dont il fait partie, et c'est lui qui va commander les principaux corps d'attaque. Il dépêche le 16e corps prussien sur Vauquois, qui ressemble à bien des aspects concernant la configuration et les combats à la crête des éparges. Il va dépêcher, comme je vous ai dit précédemment, le 5e corps d'armée prussien et le 3e corps d'armée bavarois, qui, lui, le 3e corps d'armée bavarois, va se, disons, concentrer plutôt sur Saint-Mihiel, et le 5e corps d'armée prussien, lui, va se concentrer plutôt dans cette direction de la Wavre jusqu'aux éparges, Saint-Rémy-la-Calonne et Dommartin-la-Montagne. Alors, c'est une tenaille qu'il veut faire. Donc, il fait venir les corps que je viens de vous désigner, le 5e et le 3e, de la Moselle-Stellung, et le fameux corps, le 16e, du nord meusien. Verdun va se retrouver, disons, un peu encerclé. Et c'est ce qui constituera la fameuse bataille des éparges, limite nord du saillant de Saint-Mihiel, et la butte de Vauquois, qui, elle, est prise le 24 septembre, 2-3 jours plus tard que la butte des éparges. Ces deux buttes seront pratiquement libérées au même jour et dans les mêmes conditions par les Américains, sauf la butte
des Éparges qui, elle, sera libérée par le 70e bataillon de tirailleurs sénégalais. Alors, le 20 septembre, le général Erich von Falkenhayn déclenche une grande attaque sur la Wavre, par un fulgurant bombardement d'artillerie sur Vignoles-les-Atonchâtel, et toute la plaine de la Wavre qui en découle jusqu'à Fresnes-en-Wavre, pratiquement, qui se trouve derrière nous à quelques kilomètres. Pour contrecarrer les plans d'Erich von Falkenhayn, le général Sarrail, commandant la 3e armée, va dépêcher le 6e corps qui est maintenu pour l'instant sur Verdun pour défendre le massif fortifié de Verdun. Et dans ce 6e corps qui est commandé par le général R, il va détacher la 12e division d'infanterie qui va bientôt être commandée par le général Poulinier. À l'intérieur de cette division figurent le 302e régiment d'infanterie, le 301e régiment d'infanterie, le 304e régiment d'infanterie, qui vont arriver de Ménil sous les côtes, le village que vous avez, que je désigne par ma main. Ils vont suivre la vallée du Longeau que vous avez ici, juste derrière moi. Et au fur et à mesure de leur passage, ils vont tenir la côte des Hures, juste en face ici, en progressant, qui n'est encore pas tenue par les Allemands. La côte de Montgirmont, que vous avez juste devant moi également, qui n'est encore pas tenue par les Allemands. Ils vont investir le village des Éparges, non tenu par les Allemands, ce beau village meusien à flanc de colline de la crête des Éparges que l'on voit, que l'on aperçoit l'éperon caractéristique. Et justement derrière, vous avez donc la côte de Combre. Et puis, les Français veulent continuer sur Saint-Rémy-la-Calonne, car les Allemands font la pression pour traverser cet axe afin d'aller sur les côtes de Meuse. Mais ils seront bloqués à Saint-Rémy-la-Calonne par le 58e régiment d'infanterie allemand. Alors, les positions vont un peu, disons, stagner quelque temps. Et le 255e régiment d'infanterie qui tient encore un peu pour l'instant cet éperon de la crête des Éparges avec quelques éléments d'artillerie va bientôt, disons, quitter les lieux sous la pression des Allemands qui arrivent du village de Combre qui se trouve juste derrière ces mouvements de terrain. Le 21 septembre, les Allemands font le forcing sur ce secteur et vont prendre la crête des Éparges aux quelques éléments du 255e régiment d'infanterie qui ne peuvent pas résister à l'afflux, disons, des troupes bavaroises et prussiennes qui se trouvent dans le secteur. Et c'est suite finalement un retrait malencontreux du 20e corps d'armée et du 8e corps d'armée que les Allemands ont pu attaquer tout ce secteur. Et ça, on rentre finalement également dans, si vous voulez, dans la formation du saillant de Saint-Miel. Alors pour ici, une fois que la butte est tenue par les Allemands, bien sûr, les Français n'auront de cesse que d'effectuer, notamment à compter du 24 septembre, des assauts pour récupérer ce qu'ils viennent de perdre, mais en vain. Et à la mi-octobre, le front va se stabiliser. Il va se stabiliser sur la ligne de front, les Éparges, Combre, Saint-Rémy-la-Calonne, Dommartin-la-Montagne, et ça ne bougera pratiquement pas jusqu'en septembre 1918. Le 106e régiment d'infanterie, lui, pour l'instant, n'est encore pas arrivé. Il va arriver seulement à partir de la mi-octobre, où un bataillon tiendra le village qui ne sera jamais tenu par les Allemands. Ça, il faut le comprendre aussi. Hein. Voilà. Et ce bataillon va rentrer dans la Fournaise, donc le 17 février. Avant le 17 février 1915, le général R commence à évaluer la situation, comment reprendre la butte, avec quels moyens. À la mi-décembre, il va commencer à faire creuser des galeries souterraines, des sapes, justement pour arriver en dessous des positions allemandes.
à 1 mètre par jour finalement, les personnes du 9e génie qui sont dépêchées sur place vont creuser plusieurs sapes. Sur le point X, le point Est, et le point A, le point Ouest, où là, 4 galeries de mines vont être creusées jusqu'au mois de février. Pour ce faire, en attendant que les gens creusent, il faut garder les lieux. Alors c'est le 132e régiment d'infanterie qui, lui, œuvre sur le bois dit de la crête des Éparges et qui empêche les Allemands de descendre. Et c'est le 106e régiment d'infanterie qui, avec des relèves incessantes, oblige aussi les Allemands à rester sur leur position. Alors, il va falloir des moyens d'artillerie, car le général R, en liaison avec Joffre, vont reprendre l'initiative à compter du mois de janvier. Et c'est au mois de janvier qu'ils décident de faire venir un maximum d'artillerie, ou quand je dis un maximum, une centaine de canons. Ces canons vont être répartis en arcs de cercle, de Fresnes en Wavre, en passant par la côte de Ménil sous les côtes, notamment le bois des Trois Jurés que nous avons au-dessus, sur les bois hauts, sur la côte de Senou qui se trouve bien au-dessus donc du village des Éparges. Et vers nous, la côte des Hures que je vous ai indiqué tout à l'heure et la côte de Montgirmont vont avoir eux aussi des pièces d'artillerie. Alors ces pièces d'artillerie, ça va être surtout du calibre de 75, celui qui est le pratiquement plus employé à l'époque par l'armée française, car il faut dire que l'artillerie lourde lui fait défaut. Mais ils arriveront à dépêcher sur place du 120 long et du 155 long, et également des mortiers de 220 modèle 1880 qui seront également efficaces lors de l'effroyable mouvement de bombardement d'artillerie qui aura lieu le 17 février. Alors le 17 février 1915, jour de l'attaque de la crête des Éparges, le général R, commandant le 6e corps d'armée, avec le général Poulinier, décide que ça va être 2 bataillons du 106e régiment d'infanterie auquel appartient Maurice Genevoix, notamment dans la 7e compagnie, qui va suivre ce chemin depuis le bois haut où ils cantonnent. Ils se mettront en route à 4h15 du matin et descendront ce chemin-là pour arriver aux Éparges, village. Le grand ami de Maurice Genevoix, le sous-lieutenant Robert Porchon, qui commande une section également comme lui, comme Maurice Genevoix, ne sait pas que ce 17 février 1915, il ne remontera jamais ce chemin. Alors les éléments du 106e régiment d'infanterie, notamment le 2e bataillon, dont font partie Maurice Genevoix et son grand ami Robert Porchon, après avoir descendu cette côte qui mène au bois haut, rentrent dans le village. Les cœurs sont déjà serrés, car ils savent très bien ce qui les attend ce 17 février, lorsqu'ils vont monter à l'assaut de la crête. Alors les hommes continuent leur progression en lisière du village. Ils vont passer devant le calvaire qui existait à l'époque. Certains, croyant en Dieu, vont faire le signe de croix, d'autres qui s'en foutent, mais ils y vont. Alors ces braves soldats continuent leur progression, vont traverser ce petit pont qui est un point, disons, de passage obligé, que les Allemands surveillent notamment depuis pratiquement le point A de la ligne de crête que vous avez face à vous. Et là se tient le lieutenant-colonel Barjonnet qui regarde passer ce millier d'hommes et aller sans doute vers une mort certaine. Il est interdit de fumer, il est interdit de parler, et il faut qu'il fasse attention à ne faire aucun bruit, car les Allemands maintenant sont proches
Et si jamais ils détectent quelque chose, il est bien évident qu'ils mettront en œuvre leur maxime, les faucheuses. Alors après avoir traversé ce petit pont de pierre, ils arrivent dans ce secteur et ils vont emprunter un boyau à travers champs qui a été creusé auparavant par les éléments du 9e génie qui les amènera au pied de la butte des Éparges, en toute discrétion bien entendu. Et là, ils arrivent vraiment à l'aube et ils vont aller dans les cagnats, les abris, les sapes, en toute discrétion, à attendre l'heure fatidique de l'assaut. Revenons sur la journée fatidique du 17 février, jour de l'assaut, qui a été reporté de 3 jours, car il devait avoir lieu le 14 février, mais par un temps exécrable, le général R l'a reporté. Le 17 février, comme je vous ai dit, quand les troupes du 106e arrivent, notamment le 2e bataillon, ils s'installent dans les cagnats et dans les abris. Ils s'entassent, car les abris, les cagnats et ainsi de suite, les sapes ne sont pas assez nombreuses. Ils s'entassent les uns sur les autres en toute discrétion et ils resteront au calme jusqu'à 13h. Et à 13h, l'ordre est donné d'approcher donc des boyaux pour aller conquérir la fameuse colline du point A, la colline des Éparges, notamment sur son point A. Alors pourquoi ils vont attaquer d'abord le point A et après le point X? Ils ne peuvent pas le faire en même temps, car les Allemands se sont aperçus sur le point X qu'avec les galeries qui commençaient à être creusées, ils se sont aperçus que finalement qu'il fallait empêcher les Français d'aller plus loin. Et les premiers camouflés, donc en dessous des galeries de mines françaises, vont exploser. Alors le général R décide, si on attend de trop, tout va être donc dévoilé, alors on ne peut plus attendre, il faut attaquer. Et c'est pour ça que la colline ne sera pas attaquée d'un seul tenant, mais d'abord dans un esprit de mouvement circulaire, en attaquant le point A d'abord et en allant vers le point X. Alors l'attaque va avoir lieu en 2 étapes, disons. La première étape, c'est l'approche du point A par le boyau dans lequel je suis. Et ce boyau-là est parcouru par la section Genevois jusqu'en lisière du point A. Il est 13h, les troupes commencent à monter et ils vont attendre donc à 14h le grand bombardement d'artillerie qui va avoir lieu. Ce grand bombardement d'artillerie va être une déflagration telle que les Allemands vont l'appeler le Darts Erzen Trommelfeuer, le premier feu d'enfer. À 13h57, ce 17 février, le personnel du génie met le feu aux cordons qui vont aller faire exploser les charges de dynamite sous les positions allemandes. Il va y avoir 4 explosions. 2 explosions avec 2 tonnes de dynamite. Une explosion avec 1,5 tonne et une autre explosion quelques secondes un peu plus tard avec 1,2 tonne de charge explosive. C'est le signal de mise en mouvement des troupes pour regagner les parallèles d'assaut en bordure du point A. Et Maurice Genevois, avec sa section, suit le parcours que je suis en train de faire dans ce boyau qui le mènera vers la conquête du point A. Ils vont parcourir pratiquement en toute discrétion, sous un bombardement effroyable de notre artillerie, des 75, du 120, du 155 et du 220, ça va pleuvoir sur toute la crête. Les Allemands
n'ont jamais connu un tel feu d'enfer. D'ailleurs, ils vont le décrire dans leurs livres, et ils en parleront donc historiquement. Ce sera le Das Ersten Trommelfeuer, le premier feu d'enfer qu'ils vont connaître, où 15 000 obus vont éclater sur toute la superstructure de la crête des Éparges, à tel point que les villages aux alentours, je parle de Annonville, je parle donc de la Tour-en-Wavre, je parle de Butniéville, je parle de Sceaux, et ainsi de suite, les cantonnements allemands se demandent mais qu'est-ce qu'il se passe? Car même les vitres des maisons des villages se brisent, tellement ça vrombrit et tellement que la terre tremble. Alors, à 14h55, c'est le feu d'artifice, c'est toute l'artillerie en même temps qui font 5 minutes d'un bombardement effroyable. Et à 15h, c'est l'heure de l'assaut. Le 2e bataillon monte à l'assaut du point A. Alors, pendant cette progression pour monter à l'assaut, il va bien sûr avoir, avec ce puissant bombardement d'artillerie, des dommages collatéraux. Des soldats vont y perdre la vie. D'ailleurs, Maurice Genevoix décrit qu'il est surpris par un choc à son mollet gauche. C'est la tête d'un de ses soldats qui le suivait qui tombe. Alors on l'imagine là, le soldat avec sa musette remplie de munitions, de grenades, avec son lebel qui monte inexorablement sous les obus français qui passent et qui rasent sa tête, car les canons de 75, pour avoir une très bonne portée, ne peuvent pas faire de tir plongeant, ils font pratiquement du tir rasant pour s'écraser sur la colline, sur les positions allemandes. Et bien sûr, le 2e bataillon, qui passe dans plusieurs boyaux, de part et d'autre, va connaître, disons, les premières victimes de l'assaut du point A, car ils seront morts non pas par les balles ou l'artillerie allemande, mais ils vont décéder finalement par les dommages collatéraux causés par notre artillerie. Alors ils se suivaient à la queue leu-leu, la peur au ventre bien sûr, car ils savaient finalement qu'ils allaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers une mort certaine. Et c'est pas de gaieté de cœur, croyez-moi, qu'ils allaient affronter les Allemands. Bien sûr, le boyau à l'époque était plus profond, donc les mouvements de terrain l'ont fait pratiquement changer au fur et à mesure des décennies, mais c'est quand même bien de l'avoir conservé dans un état pratiquement intact. Genevoix et ses hommes terminent leur progression dans ce boyau qui les mène à proximité du point A, vont s'installer dans les parallèles de départ pour monter à l'assaut, à l'issue de l'effroyable bombardement français, à tel point que les Allemands vont être surpris. Alors après avoir débouché des boyaux, les envoyant vers les parallèles de départ, où se trouvent finalement les quelques voitures ici qui est devenu un parking finalement, et la section Genevoix prend position, la section Robert Porchon également un peu plus loin prend position également, et vont bientôt monter à l'assaut donc des infrastructures allemandes, des tranchées allemandes. Et la suite au prochain numéro, si vous voulez bien, à dans 15 jours. Au revoir.